Bonsoir à tous les trois. Patrick Mzadé, bonsoir. Vous êtes un ancien diplomate. Vous étiez en poste à Tripoli de 2001 à 2004. Vous êtes un spécialiste de la Libye. Vous avez fait des voyages réguliers depuis en Libye. Et vous pensez qu'une nouvelle intervention ne ferait qu'aggraver la guerre civile. À côté de vous, Renaud Girard, bonsoir. Vous êtes reporter, grand reporter de guerre au Figaro. Vous êtes l'auteur avec Régis Debray de Que reste-t-il de l'Occident? C'est paru il y a quelques mois chez Grasset. Et vous écriviez ce matin même dans le Figaro que la seule solution vous semblait être la prise de contrôle des ports libyens par une coalition armée d'États sous le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste du monde arabe. Selon vous, dans le contexte actuel, une intervention militaire serait inutile, voire dangereuse, sans plan politique derrière. Ça ne sert à rien. Alors on démarre, Nadia, avec une question d'un de nos internautes. Oui, la voici, je vous la lis. Faut-il mettre en place un barrage maritime pour empêcher les embarcations de quitter les côtes libyennes? Agnès Levallois, ces dernières 24 heures, on a entendu des responsables politiques italiens, l'extrême droite notamment, réclamer un blocus maritime. Est-ce que ça servira à quelque chose donc de bloquer tout le littoral libyen? C'est-à-dire que si on veut vraiment bloquer l'ensemble de la Méditerranée, on peut peut-être envisager une solution comme ça. Ça me paraît un petit peu fou et je ne vois pas très bien comment concrètement on va pouvoir permettre de faire un blocus total avec des moyens militaires importants si on veut que ça tienne. Non, je crois qu'il faut quand même être un peu réaliste. Et c'est vrai que les images qu'on a vues ces derniers jours sont tellement épouvantables qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et que de faire un blocus, ça peut être évidemment une idée qu'on peut avoir, mais je pense qu'il faut revenir quand même à un raisonnement beaucoup plus politique de savoir qu'est-ce que c'est que l'immigration, comment on peut les gérer. Et s'il faut un accompagnement militaire à un moment sous une forme ou sur une autre, peut-être. Mais je crois qu'il faut quand même rester surtout raisonnable quand on aborde ce genre de questions. Alors, il y a une émotion planétaire, ô combien compréhensible, depuis quelques jours, depuis notamment les 700 morts de samedi dernier. Et le mot d'intervention revient de façon récurrente. Notamment dans la bouche du Premier ministre italien, Matteo Renzi. C'était hier lors d'une conférence de presse à côté du dirigeant maltais. Sur 100 personnes qui arrivent en Italie, 91 viennent de Libye. Des attaques contre le racket de la mort, contre les esclavagistes, font partie de notre stratégie. Des attaques, le terme est volontairement vague dans la bouche de Matteo Renzi. Ça peut signifier quoi, Renaud Girard? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, des attaques? Mais je pense qu'effectivement, on peut essayer d'aller tuer les trafiquants, de couler leurs bateaux, mais c'est pour ça que je préconisais effectivement la prise de contrôle des ports, parce que finalement, nous, les Français, avec les Anglais, nous avons viré le régime Kadhafi donc à l'été 2011, mais il avait tous les défauts du monde. C'était un dictateur cruel et fantasque, c'est bien entendu, mais il remplissait trois fonctions. La première, c'est qu'il remplissait la fonction de sécurité pour son peuple. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pouviez très bien prendre la route, il y a 1000 km à peu près, entre Tripoli et Benghazi, vous n'arrivez rien, c'est aujourd'hui totalement impossible, même pour les Libyens. On va revenir sur Deuxième Kadhafi fonction qu'il remplissait, c'était il pourchassait les islamistes inlassablement, les empêchant de déstabiliser tout le Sahel. Et troisième fonction qu'il remplissait, à la demande des États européens, il empêchait que la Libye servît de tremplin pour tous ces désespérés qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui veulent aller vers les côtes européennes. Alors il faut savoir qu'on a un triangle, si vous voulez, c'est impossible de les arrêter en mer, parce que sur ce triangle, vous avez d'un côté des trafiquants qui sont prêts à tout, par cupidité, qui sont totalement indifférents à la perte de vie humaine. On a bien compris ça. Oui. Voilà, ça on a bien compris. Deuxièmement, vous avez des migrants pour lesquels leurs familles se sont cotisées. Oui. Pour les passeurs, il y a 3 000, 4 000 euros, c'est beaucoup. Troisième point du triangle. Et Renaud ensuite, Girard. troisième point du triangle, des marines occidentales qui évidemment, sont Donc pleines on peut de rien faire. sollicitude. Donc ça, On peut rien faire. Non, sauf si vous... Non, pas du tout. Sauf si vous prenez tous les ports de Libye et vous empêchez même les embarcations de se mettre à l'eau. Alors, Voilà. très bien. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, vous connaissez bien la Libye, vous y avez été diplomate. C'est faisable, Patrick Mzadé? Écoutez, les bateaux qui partent pas des ports. Ils partent d'où? Ils partent des plages, ils partent d'un certain nombre de sites extrêmement peu... Quoi, à la fois secrets et illégaux? Tout à fait. Donc effectivement, on pourra tenir Zawiya, enfin quelques ports à l'ouest et à l'est de Tripoli,
Mais sous Kadhafi, il y avait un certain nombre aussi de migrants qui quittaient le pays. Ça se faisait via des plages clandestines. Donc il y a des Zodiacs qui les amenaient sur des bateaux qui étaient au large. Les gens débarquaient en pleine nuit, enfin embarquaient plutôt, et ensuite partaient. Donc oui, on pourra tenir les ports, mais ça n'aura aucune conséquence attaquer les ports, sur ça les flux semble migratoires. à côté de la plaque. Donc quelle pourquoi autre sous possibilité Kadhafi, pourquoi sous Kadhafi, il y avait 20 fois moins de migrants qui passaient? Alors, attendez, si on ne pouvait pas contrôler. Il faut arrêter de personnaliser. C'est pas la personne Kadhafi. Il y avait un État. Voilà. Kadhafi, on a détruit l'État. Donc ça, c'est une donnée fondamentale. À partir du moment où vous avez un pays qui n'a plus d'État, forcément, on aurait la même chose en Algérie, en Égypte, s'il n'y avait pas d'État fort. Donc la priorité, c'est une solution politique pour reconstruire un État libyen. D'accord, hein. mais ça Et prend des mois, ce voire des années. Bah oui, Voilà. mais Et là, vous on êtes est dans dans le temps une court. Je situation comprends bien d'urgence. que... Est-ce que dans une Non, mais- situation d'urgence, il y a des formes d'intervention possibles, unilatérales ou dans le cadre d'une intervention internationale? Une intervention militaire. Je crois que régulièrement, on brandit ce genre de choses. D'abord, Matteo Renzi, il faut faire la part des choses entre le discours à usage interne, effectivement vis-à-vis de ses opinions publiques, il faut qu'il dise quelque chose. Hein. Donc ça, c'est une déclaration qu'on peut tout à fait considérer dans ce cadre-là. Et puis les faits. Hein. On voit mal l'Italie, en ce moment, lancer un corps expéditionnaire en Libye. Donc là, on passe ensuite dans les réalités d'une intervention. Première question, hein, là, effectivement, j'ai un passé de militaire, donc je peux un petit peu en parler. Pour faire quoi? On se pose la première question, quel est l'état final recherché d'une intervention? But de guerre. C'est quoi? D'accord. C'est effectivement le but de guerre, c'est quoi? C'est de de reconstruire un État. Donc là, ça veut dire, on arrive dans un pays en guerre civile, avec 300 000 hommes en armes qui se battent, avec des logiques locales qui l'emportent, où effectivement aucune entité n'est en mesure de contrôler tout le territoire. On va faire un panorama de la situation là-bas tout à l'heure. Et donc, on arrive pour faire ce qu'on appelle... On n'aurait pas de but de guerre précis, autrement dit. Le but de guerre, ce serait de reconstruire un État. Donc, encore une fois, ça veut dire d'abord désigner des ennemis et faire la guerre. Faire la guerre, on l'a déjà vu en Irak, en Afghanistan. Alors, la Libye, ce serait 500 000 hommes. Des opérations policières contre les passeurs, ça a été aussi évoqué depuis 48 heures, enfin depuis ce week-end. Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce que ça veut dire, Agnès Levallois? Ça veut dire que si on fait des opérations policières, il faut mettre aussi la police tout autour des frontières de la Libye, parce que les migrants, d'où viennent-ils? Ils ne viennent pas de la mer, ils viennent de la terre. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des forces de police tout le long de la frontière libyenne, qui est une frontière extrêmement grande, longue, pour empêcher les migrants de venir de tous les pays, donc de venir du continent subsaharien, ou certains qui viennent de Syrie et qui empruntent des voies pour arriver. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors là, on peut imaginer des moyens techniques, puisqu'il y a des surveillances de frontières. Mais on voit bien que la frontière est tellement grande que c'est compliqué, parce que, je reviens à ce que disait Patrick, il n'y a pas d'État. Tant qu'on n'aura pas d'État en Libye, pourquoi le Maroc arrive à relativement bien gérer la question migratoire, même s'il y a certains migrants qui arrivent à partir par ce Taïmeli-là, mais globalement, la situation est maîtrisée, parce que vous avez un État avec des forces de police, avec des frontières qui sont gardées. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de migrants venant de Libye? C'est parce qu'on n'a plus d'État depuis maintenant quelques années. Et donc le chaos s'est installé, et surtout, n'oublions pas, il y a un nombre d'armes incroyables qui circulent, et donc qui permet, avec des intimidations ou autres, de gérer la situation de cette sorte. Et c'est ça qui est très, très inquiétant aujourd'hui. Nadia? Oui, alors il n'y a plus d'État, mais il y a Daesh, il y a l'État islamique. Et la première question qui se pose quand on évoque le chaos libyen, c'est quelle est l'implantation réelle de Daesh? Pour le savoir, on n'a pas d'autre choix que de se baser sur la propre propagande de l'État islamique et sur son bilan meurtrier depuis son arrivée officielle en octobre 2014. Alors le bilan, c'est des attentats, des attaques d'ambassades et de champs pétroliers, des enlèvements, des exécutions. On l'a vu ce week-end avec l'exécution de 28 chrétiens éthiopiens. Géographiquement, ils ne sont pas partout. Daesh est implanté à Derna, à Sirte, il y a des cellules à Tripoli. Et l'autre question qui se pose, c'est les liens entre l'État islamique et les autres groupes djihadistes, et notamment Ansar al-Sharia, qui est directement lié à Al-Qaïda. Et là aussi, on entend beaucoup de choses, notamment dans la presse française. On a entendu que les deux groupes se combattaient entre eux. On a entendu aussi que Daesh est en train de phagocyter Ansar al-Sharia, que des combattants et des leaders avaient fait défection pour rejoindre Daesh. C'est le Figaro qui le dit, notamment ces derniers jours. Patrick Amzadeh, est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui, s'il y a une intervention étrangère, que ces groupes finissent par se coaliser et donc se renforcer face à un ennemi commun? Mais bien sûr, à partir du moment où vous avez intervention d'un acteur étranger contre une de ces parties qui est de près ou de loin dans le champ de l'islam politique ou messianique ou révolutionnaire, comme on peut l'appeler, forcément, alors si je reviens à l'histoire récente, l'attaque du général Haftar, donc qui est une attaque qui date de mai dernier, par exemple, a eu pour première conséquence, justement,
d'unifier un certain nombre de groupes islamistes. À l'époque, Ansar al-Shalira était opposé à un certain nombre de grandes milices d'obédience islamiste. Ils se sont alliés et ils combattent ensemble maintenant à Benghazi. Deuxième conséquence, c'est qu'effectivement, les milices d'Ansar al-Shalira qui étaient à Derna, qui occupaient le terrain jusqu'à l'automne 2014, maintenant sont allés à Benghazi combattre le général Haftar et ont laissé le champ libre aux hommes de Daesh. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on intervient, forcément, on met en place des dynamiques, on nourrit le recrutement, parce que forcément, c'est la propagande, c'est ce qu'ils veulent. Cela vaut que ce soit des pays occidentaux ou des pays arabes qui interviennent, cela ne change rien de ce point de vue-là. C'est encore pire. Si vous avez l'Égypte, ce sera, faut bien dire, c'est pas parce que vu d'ici, c'est des Arabes, c'est des musulmans, ça se passera bien. Non, les Libyens sont nationalistes et ne veulent pas de troupes égyptiennes chez eux, ou marocaines, ou tunisiennes, ou algériennes. D'aucune coalition de pays arabes comme au Yémen. Bien sûr, il n'y a qu'à voir, en ce moment à Tripoli, il y a une haine viscérale des Égyptiens et des Émiriens qui ont bombardé un certain nombre de positions libyennes à Tripoli à l'été dernier. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément, ça se passerait pas du tout mieux. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Yémen si on avait une intervention d'une coalition arabe en Libye. Moi, je crois effectivement qu'il ne faut pas donner la tête de cette coalition aux généraux saoudiens, qui effectivement au Yémen font à peu près n'importe quoi. Mais en revanche, je pense qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est dur, ça va être l'Irak, etc. Il y a eu plus de 200 000 clandestins qui sont partis de Libye vers les côtes européennes. Il faut bien sûr arrêter cette hémorragie. L'Europe qui ne peut absolument pas leur donner les emplois et les empêcher les de mourir en mer aussi, voilà, et qui ne peut même pas les empêcher de mourir en mer. Et donc, il faut faire quelque chose. Je pense que les moyens militaires ont tout à fait changé depuis l'époque où vous étiez en Libye 2001-2004. Je pense qu'on peut tout à fait repérer. Je connais bien, j'ai parcouru toute la côte. Ça le fait sourire, votre voisin. Non, mais les moyens militaires j'ai parcouru toute la côte libyenne récemment. Je suis allé, on en parlait, à Dernaf, à tous ces ports, etc. D'abord, on ne peut pas s'embarquer de partout. Parfois, la côte est très escarpée. Deuxièmement, je pense qu'il y a des surveillances satellites, donc on voit très bien les préparations, si vous voulez. Quand vous avez 800 personnes qui se préparent, ça se voit. Et donc là, je pense qu'il faut avoir effectivement des actions commando. Mais c'est quoi des actions de commando sur des civils qui essayent de monter dans des bateaux? Non, ça veut pour dire détruire les bateaux dommages collatéraux. détruire les bateaux et prendre les passeurs. Et pas du tout les civils, mais détruire les bateaux. Agnès Levallois, des hypothèses circulent comme quoi il y aurait une forme de théorisation par l'État islamique autour de ces flots, de ces flux migratoires. C'est-à-dire qu'il y aurait une collusion, en somme, entre les passeurs et l'État islamique, pour précipiter vers l'Europe des centaines de milliers de migrants et déclencher des situations incontrôlables. Je crois qu'il ne faut pas fantasmer quand même. On fantasme beaucoup sur cette organisation d'État islamique. On lui prête des projets absolument incroyables. Ce qui est sûr, cette organisation communique très bien, fait très peur, fait de la propagande à tour de bras, et ça, elle maîtrise remarquablement bien ça. Et nous jouons complètement sur le jeu en relayant et en lui donnant le sentiment, justement, qu'elle a raison et qu'il faut donner de l'écho à ce qu'elle raconte. Donc, vraiment, soyons raisonnables là encore, et je pense qu'il faut qu'on sorte de l'émotion. Depuis quelques années, on n'aborde cette région que sous le coup de l'émotion. Je trouve qu'on ne prend absolument pas le temps simplement de regarder, de raisonner et de sortir de tous ces fantasmes qui rôdent autour de ces questions des islamistes radicaux, des organisations d'État islamique. Et comme cette organisation gère ça très très bien d'un point de vue de la COP, tout le monde tombe dans le panneau. Donc je ne crois pas qu'il y ait un plan qui ait été élaboré quelque part dans une grotte par les grands manitous de l'organisation d'État islamique pour savoir comment déstabiliser l'Europe en faisant passer des milliers, des hordes de migrants qui viennent d'Afrique. On n'en est absolument pas là. Ceci dit, il y a évidemment un terrain fertile pour cette organisation en Libye, en raison du chaos dont on a parlé tout à l'heure, du fait qu'il n'y ait pas d'État. Et donc, la seule chose qu'on peut espérer, c'est de revenir à un processus politique, diplomatique en Libye pour essayer de calmer la situation et faire en sorte que tous ces fantasmes calmer la situation, c'est un euphémisme quand même. L'expression que vous utilisez est un peu dans le registre de la litote. Le chiffre du jour, c'est 250 000. Patrick Hamzadeh disait même 300 000, 250 à 300 000 hommes engagés dans des milices. Ça donne une idée du climat dans ce pays qu'est la Libye. On a tendance, ici, vu de Paris, à résumer laïque contre islamiste. Patrick Hamzadeh, c'est un sac de nœuds, ce pays, avec des clivages dans tous les sens. Alors, sans rentrer dans les détails, voilà, juste, c'est un sac de nœuds, un mélange invraisemblable. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture. C'est vrai que la grille de lecture qui est favorisée ici, donc vous avez eu
voilà, en 2011, on avait les méchants kadhafistes contre les gentils révolutionnaires et pris de liberté. Ensuite, on a eu les méchants miliciens contre la société civile. Ensuite, on a eu les islamistes contre les nationalistes libéraux ou laïcs, enfin, peu importe. Maintenant, on a les méchants passeurs. Donc, si vous voulez, on a toujours besoin... non, mais la lecture est trop manichéenne. Non, mais si vous voulez, je veux dire, c'est structurel. Oui. Vous allez tuer un passeur, vous avez un mode... vous avez une absence d'État et des appels économiques. Donc, vous allez tuer un passeur, vous aurez d'autres. Donc, on ne peut pas raisonner uniquement en termes de morale et voir qu'effectivement, il y a des structures socio-économiques qui sont derrière. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Bien sûr, je n'ai pas de sympathie pour les passeurs, comme j'en avais pas pour les kadhafistes en 2011, quand je disais qu'on s'est lancé dans cette guerre sans réfléchir aux conséquences. Certes, vers l'après-guerre. Donc, maintenant, effectivement, on a une autre ligne de clivage, qui est la ligne de clivage entre... comme dans toute révolution, entre garants de la pureté révolutionnaire, ou en tout cas qui se prétendent des révolutionnaires, c'était ceux qu'on a soutenus en 2011, et les anciens du système qui ont fait défection et qui se sont reconvertis assez vite. Donc effectivement, on a ces gens-là qui sont à Tobrouk, qui sont d'anciens officiers. Donc ça, c'est une première grille de lecture qui est effectivement révolutionnaire, réactionnaire, si je puis dire. On n'aura pas le temps de toutes les faire, parce qu'il y en a tellement. Voilà. Enfin, c'est pour vous dire que c'est plus compliqué que la ligne islamiste laïque qu'on nous présente. Il y a une mission de l'ONU pour essayer de réconcilier tout ce monde. Est-ce que cette mission de l'ONU a la moindre chance de réussir? On a vu passer des dépêches ce week-end disant qu'on n'était pas loin d'un accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la solution politique, c'est du très long terme, moyen terme, court terme? Il y a déjà quand même cette volonté de l'envoyé spécial, Bernardo León, qui effectivement déploie de nombreux efforts. Et je crois que c'est une voie qui est tout à fait intéressante et essentielle pour avoir un avenir pour ce pays. Et qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a des clivages partout, il n'y a rien à faire. Donc cette tentative est très importante. Et il y a une volonté, je crois, d'un certain nombre de partenaires, en tous les cas, pour arriver à quelque chose. Maintenant, ça va prendre du temps pour ensuite que tout le monde adhère à ce processus et que ce processus devienne une réalité sur le terrain. Une conclusion concise, Renaud Girard, s'il vous plaît. Je crois qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'a pas su très bien, on n'a pas mesuré où on mettait les pieds en 2011. Je crois que lorsqu'on commence une opération extérieure, il y en aura toujours, sous des prétextes plus ou moins humanitaires, comme en 2011, il y a plusieurs critères qu'il faut avoir, outre bien sûr l'autorisation de l'ONU. Il y a le premier critère, si on enlève le dictateur en place, qu'il soit Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar al-Assad, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à mettre à la place? Le deuxième critère qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'on est sûr d'améliorer à terme la situation des populations? Parce qu'on prétend intervenir pour la protection des populations civiles. Est-ce qu'on en est sûr? Aujourd'hui, vous demandez aux gens de Benghazi et Tripoli, vous disent on préfère Kadhafi, même chose en Irak. Le troisième critère dans le Figaro demain matin, j'en ai peur. La troisième critère, il faut conclure. Le troisième critère, c'est aussi l'intérêt à long terme de la France. Parce que quand vous avez un dirigeant comme Sarkozy qui lance une opération comme celle-là, c'est pas seulement pour sa stature, pour dire regardez, je fais quelque chose, je veux rentrer dans l'histoire. C'est aussi, il faut voir les intérêts à long terme de la France parce que c'est fait avec de l'argent du contribuable français. Voilà. Certes, merci Renaud Girard.